Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast, ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast Jonathan Noble. Il est le CEO de Swello, la plateforme française de gestion des réseaux sociaux. Bienvenue Jonathan. Merci beaucoup et salut Marine. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur qui tu es et surtout ce qu'est Swello ? Écoute, je m'appelle Jonathan, je suis donc CEO et cofondateur de Swello, j'ai 28 ans et Swello, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, ils vont utiliser notre outil qui est un outil de productivité pour faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram et bientôt TikTok. Et c'est ça qui est cool. Alors, j'ai dit Twitter, mais maintenant ça s'appelle X. Et donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, on a 120 000 utilisateurs, 600 grands groupes comme le gouvernement, donc tous les ministères, ambassades, académies, comme la SNCF, donc ça va être vraiment tout grand groupe, beaucoup de public, on a beaucoup de mairies, départements, etc. Mais on a également des TPE, des PME, des agences, des startups, des freelances. Enfin, voilà, à chaque fois que vous allez souhaiter, à chaque fois que vous êtes communicant et que vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux, Swello peut être utile. Voilà. Eh bien, du coup, ça vous fait une large panoplie de typologies de clients. Vu là, déjà, ce que tu viens de me citer, ça doit être une sacrée segmentation. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé en interne, justement, pour gérer la relation avec ces clients ? Alors, en interne, il y a tout d'abord une personne qui est au support client. Donc là, c'est vraiment pour la partie technique et accompagnement, et c'est elle aussi qui va, donc c'est Diane, c'est elle aussi qui va, prendre le besoin et le transférer à une personne qui est plus ou moins compétente en fonction de la thématique. Donc si c'est un besoin technique, elle va prendre le besoin technique et l'envoyer au développeur, puis elle sera l'interface entre notre client et les développeurs. Si c'est un besoin plutôt commercial, ce sera avec nos commerciales, et si c'est un autre besoin, ce sera peut-être avec moi, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est la première personne face à laquelle nos clients sont confrontés, et c'est elle qui va dispatcher le besoin. Et pour moi, la relation client, ça part de là, mais ça va également, donc, comme je le disais, via nos BizDev, donc en fonction du besoin, si c'est un accompagnement, si c'est des questions plus stratégiques ou en tout cas de déploiement liées à Swello, eh bien, il y aura ce combo entre Diane qui va accompagner au niveau technique et par exemple Mathilde ou Lou qui vont accompagner au niveau commercial. Et après, je suis également à ce niveau-là, je peux aussi aider en fonction du client. Par exemple, moi, je gère notamment toute la partie gouvernementale, donc je vais avoir aussi cette relation-là. Et j'irai un petit peu plus loin parce que chez nous, la partie communication est aussi très importante. Et c'est aussi la partie com, donc avec Cassandra et Maureen. Ce sont aussi ces 2 personnes qui vont prendre les demandes de nos utilisateurs, de nos prospects, là plus que de nos clients, et nous les faire remonter si nécessaire, et pareil, dispatcher en fonction du besoin. Donc en fait, la relation client, c'est un peu, une des valeurs, prendre soin de nos clients, et donc avec cette relation qui est importante, c'est un peu une de nos valeurs fondamentales chez Swello, puisque chacun peut avoir un impact à un moment donné dans le parcours de nos clients. Mais c'est très juste ce que tu dis. Par contre, dis-moi, ça veut dire que Diane, en fait, c'est elle qui est au tout début de l'entonnoir et c'est elle qui reçoit, on s'était noté environ 700 tickets par mois, mais donc elle traite ces 700 demandes mensuelles et elle les dispatche tel un bot, sauf que c'est la force de Diane qui le fait. Exactement, donc c'est les chiffres que tu as donnés. Aujourd'hui, on a 700 tickets, donc ça mélange à la fois les emails et les chats, puisqu'on a 3 typologies de canaux pour nous contacter. Donc il y a chat, donc là c'est plutôt en direct, à savoir que nous, notre support est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Après, on va avoir l'email et on va avoir le téléphone. Et donc on est sur du 700 tickets mêlant chat et email et 150 appels
par mois environ. Après, il faut savoir que dans ces tickets, dans ces appels, il va y avoir, on va dire, allez, moins d'un tiers, un poil moins d'un tiers, je dirais, de contenu, de tickets, d'appels pour les BizDev. On a de la chance aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas avant, d'avoir beaucoup d'entrants pour une demande de devis, pour des demandes de devis. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, il n'y a pas forcément une nécessité d'avoir une réponse technique, mais c'est vraiment redirigé vers les BizDev. Mais oui, c'est Diane qui va gérer ça. Et pour donner un chiffre, on est sur à peu près 22 heures de temps moyen de résolution d'un ticket. Alors, je fais bien la différence entre la résolution d'un ticket et le premier email. C'est pas pareil, parce qu'en termes de premier email, par exemple, pour résoudre justement un ticket, on est sur 1,75 réponses, donc moins de 2 réponses en moyenne pour résoudre ce fameux ticket. Mais la réponse, d'ailleurs, en premier lieu, on va être au minimum dans les 5 minutes si Diane n'a pas d'autres supports et elle est sur ce point-là, et ça peut aller jusqu'à quelques heures si c'est dans la journée, bien sûr. Et pareil, là je repose le contexte, le cadre. Après 18 heures, faut attendre le lendemain. Il y a personne qui va gérer ça, mais ça fait partie aussi de nos contrats, de nos contraintes. C'est tout à fait normal. Mais voilà, si c'est dans nos plages horaires, 9h, 18h, au minimum 5 minutes, au maximum quelques heures, je dirais vraiment max 3 heures, quoi. C'est okay. parce qu'il y a d'autres choses à gérer, etc. Mais donc, tu as ces 3 canaux-là qui sont ouverts. C'est Diane qui est la porte d'entrée de tous ces canaux et finalement sur à la fois de l'avant-vente comme du SAV sur des clients qui sont déjà onboardés et qui sont déjà actifs chez Swello. Tu me corriges si je dis une bêtise. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que vous avez mis en place des outils pour réduire le nombre de tickets? Parce que je me dis, à un moment, comment est-ce que tu fais pour que plus tu onboardes de clients, moi, l'objectif, c'est pas d'avoir forcément une corrélation positive entre le nombre de clients et ton nombre de tickets. Donc, comment est-ce que finalement on optimise la charge de travail de Diane? Non, mais très très bonne remarque, et d'ailleurs il y a un article très intéressant sur ça qui a déjà dû être recommandé de Trainline, Capitaine Train à l'époque, qui répond à cette question sur eux, comment ils ont fait pour justement diminuer le nombre de tickets tout en augmentant le nombre de clients. Très intéressante comme question. Alors déjà, avant de parler de comment on a fait, je vais vous indiquer un petit peu les outils qu'on utilise au quotidien pour le support. Donc au niveau du téléphone, c'est un outil assez classique qui fait le travail très simplement. C'est ton troisième canal, ça, on est d'accord? C'est ça. Ok, c'est le plus petit. C'est celui qui, c'est normalement celui où on a le moins d'interaction, parce que c'est celui qui aujourd'hui est, pour nos clients, alors je vais dire large et entreprise, mais plutôt premium. Voilà. Okay. Alors qu'avant, c'était pour tout le monde, mais on va en parler. Oui, tu m'en parleras, carrément. Vas-y. Mais voilà, en tout cas, téléphone, on utilise un outil qui s'appelle Standard Facile. L'avantage de cet outil, déjà, c'est que ça marche. Enfin, c'est rigolo à dire, mais ça marche bien, où en fait, on a un numéro unique et ça envoie vers le téléphone de Diane et elle peut nous dispatcher. C'est-à-dire qu'elle peut dire, je veux que ça aille sur le téléphone de Mathilde, de Jonathan, etc., tu vois. Donc, ça peut faire ce genre de choses. Ça marche aussi en cascade en fonction des disponibilités de chacun, si quelqu'un est déjà au téléphone, etc. Donc ça, c'est très chouette. En plus, on peut travailler tous ensemble, mettre des notes, etc. Ça marche très bien. Notre outil support, donc l'autre, qui est notre outil principal. Alors, je me souviens plus de l'outil qu'on avait avant, mais je sais qu'on est passé sur cet outil il y a maintenant 2 ans. Il s'appelle Help Scout. Et pareil, ça fonctionne bien. On gère le chat et l'email, et c'est aussi sur cet outil qu'il y a notre FAQ. Donc, tout est géré au même endroit, ce qui nous permet d'envoyer des messages via notre FAQ en un instant. Diane et du coup, ça commence à répondre à ta question, Diane a rédigé énormément de pré-réponses en fonction des problématiques. Donc, ça veut dire qu'en un clic, hop, elle peut sélectionner c'est ce problème-là. OK, je lui envoie cette réponse-ci, je la personnalise un petit peu en fonction du cas et ça s'envoie. Donc, c'est ce qu'on appelle les réponses pré-rédigées. Tout simplement. Ça permet aussi donc de faire ce fameux lien avec notre FAQ que Diane met à jour toutes les semaines. Et ça, c'est aussi une des raisons de la baisse du nombre de tickets. C'est que vraiment, depuis que la FAQ, on la met à jour le plus souvent possible, où on rajoute des questions aussi, où on met des tutos vidéo en plus de l'écrit, ça a diminué drastiquement le nombre de tickets. Une autre des raisons, mais ça c'est logique, tu vas me dire, nous on a une solution technique, donc on a un outil digital, c'est en réduisant les bugs qui arrivent le plus fréquemment possible. À partir du moment où on considère qu'un bug arrive plus de X fois, on va voir l'équipe technique et on va voir avec eux comment on peut résoudre ce bug pour qu'il ne remonte plus sur le support. Et ça, alors, on l'a vu à plusieurs reprises parce que c'est des bugs qui revenaient très souvent, mais on a vu que quand on avait corrigé le bug, alors, ça peut être un bug technique comme ça peut être une amélioration aussi UX/UI, qui peut faire diminuer le support, on voyait vraiment une diminution. Je sais pas, par exemple, je donne un exemple concret. Sur Swello, pour ajouter un profil Instagram à Swello, avant, il fallait que votre compte Instagram soit uniquement en professionnel.
Aujourd'hui, ça peut être professionnel et créateur. Et en fait, les gens voulaient rester en créateur pour x, y raison. Et depuis que ça, c'est Instagram qui a changé la chose, nous, on n'a rien changé. Depuis qu'Instagram a changé ça, notre nombre de tickets a totalement diminué. Et donc, en alliant tout ça, c'est-à-dire en nous professionnalisant sur la partie outils, en faisant une FAQ encore plus complète, en ayant ces réponses pré-rédigées, en mettant des tags aussi pour bien classer et pour bien analyser à la fin du mois les tickets qui nous ont pris le plus de temps, ou en tout cas les problèmes qui reviennent de manière fréquente, et après en travaillant avec les devs, ça a diminué vraiment le nombre de tickets et aussi le nombre d'appels. Donc voilà les premiers éléments auxquels je pense à ce niveau-là. Ok, très clair. Et est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'organisation et l'évolution, en tout cas, de l'organisation que vous avez eue chez Swello en matière de relations clients? Carrément. Comme je le disais en intro, la relation client, c'est depuis le début quelque chose de très très important chez Swello. C'est une de nos valeurs. Au fond, c'est vraiment le prendre soin de nos clients. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans notre management, même en interne dans l'équipe. On adore prendre soin de notre équipe. Parce qu'on part du principe que quand une personne est contente déjà de ce côté-là, elle va plus rester dans le temps. Parce qu'en fait, elle est chouchoutée finalement. Et donc, au début de Swello, donc maintenant il y a 13 ans, dès qu'il y avait un problème, je sais que j'essayais de répondre le plus rapidement possible, j'essayais de comprendre un petit peu la problématique, de s'excuser, de se mettre à la place de la personne, etc., etc. Et donc pour moi, ça se joue à plein de niveaux. Ça se joue déjà au niveau de nos valeurs, mais quand je dis valeurs, c'est que chaque personne de l'entreprise ait cette valeur-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce soit en communication, que ce soit les devs, que ce soit en commercial ou au support, tout le monde a cette valeur-là. Et donc à chaque fois qu'on va interagir avec un client, ça se ressent, quoi. Tu vois, ça fait partie ça fait partie de nous, quoi. Mais est-ce que tu as des clés pour transmettre finalement cette culture client en entreprise? Parce que c'est pas facile, en fait. C'est un peu, effectivement, c'est un peu ce que je disais, c'est que comme ça fait partie de nos valeurs et que les autres, donc petit à petit lors des embauches, les autres ont aussi ces valeurs-là, dès qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, on prend soin tous de cette personne. Donc ça part de l'onboarding de la personne où il y a le petit déj, où il y a le petit mot bienvenue avec le prénom, où il y a tout son onboarding sur son bureau avec son nouvel ordi, le suite Swello, le petit post-it aussi que je fais où je dis bienvenue. Tu vois, c'est tout, enfin c'est rien ça par exemple le post-it, mais je sais que ça fait énormément plaisir, quoi. Et que tout soit prêt pour la personne, derrière, elle se sent vraiment directement dans l'équipe et elle a envie de reproduire ce schéma-là pour les nouveaux arrivants derrière. Et donc, comme on a fait ça dès le début, et faut pas se le cacher, c'est aussi des caractères. C'est-à-dire que au début, notre premier employé était aussi comme ça, ce qui fait que quand il y a eu les 3 employés derrière, quand on est passé de 3 à 6, ça a été pareil. Tu vois, après, c'est vraiment un truc d'équipe, quoi, qui fait que ça nous paraît évident de prendre soin des autres. Et aussi autre chose, mais ça a été un positionnement assez clair dès le début de Swello, donc il y a 13 ans, c'est que ça a toujours été programmé, à l'époque c'était des tweets, programmez vos tweets avec amour. Et en fait ça a été aussi de manière drôle, parce qu'aujourd'hui maintenant avec amour c'est marqué sur tous les sites, quoi, en bas fait avec amour, etc. Mais ça nous a permis de sortir du lot face à nos concurrents, parce que tout de suite c'était trop drôle, je vais sur la plateforme où je programme mes posts avec amour, etc. Et ça nous a suivi. Et d'ailleurs sur notre page d'accueil c'est toujours marqué avec une petite étoile, toujours avec amour, parce que on a dû évoluer aussi par rapport à ça, mais on a gardé quand même ce petit côté avec amour. Et ça se ressent aussi dans notre communication. On met des cœurs partout, cœurs violets, parce que notre couleur, c'est le violet. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on se donne aussi la liberté, alors c'est un peu bizarre si je le dis comme ça, mais de prendre soin de notre communauté et d'envoyer de l'amour, quoi, tu vois. C'est un peu drôle de dire comme ça parce que c'est pas. Non, c'est pas drôle au sens se moquer, pas du tout. Mais ça me fait beaucoup penser. Tu le connais probablement, Louis Marty de Merci Andy, qui est déjà passé sur le podcast. Et eux aussi, ils ont cet ADN-là qui est très dans le care et dans le love, quoi. Eux, c'est envoyer des paillettes, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et il y a beaucoup aussi de cœur. Mais non, ça me parle carrément. Et en fait, ce que tu dis, et ce qui est très juste sur la culture client, c'est que ça passe par l'étape de recrutement. Donc, bien évidemment, qu'il y a des personnes chez qui tu détectes une appétence plus forte potentielle à être dans le care que d'autres personnalités. Ça passe par l'onboarding, par tout ce que tu fais transpirer finalement au sein de l'entreprise. Et donc, c'est très holistique comme discipline, mais c'est ce qui rend l'objectif aussi difficilement atteignable. Vous êtes combien aujourd'hui chez Swello ? Aujourd'hui, on est 12 et on recrute 5 personnes. Okay. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on est en train de grandir aussi. Et c'est vrai qu'on a on met beaucoup d'importance sur le côté humain, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire. Le côté humain est bien plus important que le côté compétences. Les compétences, la personne peut les acquérir au fil de l'eau. Le côté humain, c'est soit ça fit pas, quoi. D'expérience. Je suis d'accord avec toi. Et alors, donc, du coup, si je reprends finalement notre arbre, notre chronologie,
Donc, tu lances l'entreprise. Dès le début, finalement, tu impulses aussi cet ADN à l'entreprise. Ça passe par les premiers recrutements, par la communication. Donc là, on était sur la partie très holistique, finalement, de la culture du care et de prendre soin. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que l'entreprise grandit? Ce qui se passe, c'est qu'on commence à réfléchir aussi à ce fameux onboarding en mode parcours client. C'est-à-dire que la personne arrive sur le site, ok, elle s'est inscrite, et après. Et donc, en fait, au début, on était sur elle s'est inscrite. Ok. Et elle programme ses posts. Sauf qu'avec le temps, on s'est dit, OK, il faut peut-être mettre un vrai onboarding. Donc, peut-être poser des questions pour en savoir plus et pour améliorer la plateforme en fonction des infos qu'on a. Peut-être qu'il faut qu'on pousse aussi nos ressources. Voilà, pour vous aider dans l'apprentissage de la plateforme, on vous propose de regarder notre tuto, on vous propose ou alors de participer à notre webinar, de nous suivre sur nos réseaux sociaux et on est là pour vous avec ce support. Et donc, vous pouvez nous contacter de telle manière. D'ailleurs, à cette époque, on pouvait nous contacter de toutes les manières. Quel que soit que ce soit mail, chat, téléphone, quel que soit l'abonnement, que ce soit en gratuit, en payant, peu importe. L'idée, c'était de chouchouter un maximum. Et après, on a aussi mis en place un cycle de mail. Un cycle de mail, notamment avec une question et avec un mail qui marche très bien. Et c'est une petite recommandation si jamais vous voulez mettre en place un cycle de mail pour chouchouter vos clients. C'est un mail qui s'appelle « Juste une petite question ». Et ce mail-là, c'est un des seuls mails qui est à mon nom. Sinon, après, ça va plus être au nom de Cassandra qui gère la com chez nous pour redonner des tips, pour aller un peu plus loin sur la plateforme, etc. Et en fait, dans ce mail-là, je raconte un peu l'histoire de Swelo, donc comment ça a commencé il y a 13 ans, etc. Qu'on est une équipe de 12 personnes passionnées à Toulon, ce qui est vrai. Et au milieu, il y a une question. Et la question, c'est, en gros, pourquoi vous êtes inscrit ou inscrite sur Swelo? Et en fait, ça peut paraître anodin, mais j'ai énormément de réponses. Tu connais le taux de réponse? Le taux de réponse, alors je connais le taux d'ouverture puisqu'il est énorme. On est sur entre 40 et 50% de taux d'ouverture de ce mail-là, ce qui est énorme. Le taux de réponse, je l'avais calculé, je m'en souviens pas, là comme ça, mais je sais que tous les jours, on a une centaine d'inscrits sur Swelo et je reçois, ça va dépendre, mais je peux recevoir pas mal de mails, on va dire alors ça peut être 5 au minimum et ça peut être 10, 15 au max. Ouais, donc c'est un très bon taux de réponse, effectivement. Ouais, on est sur un taux de réponse où surtout que derrière, faut les gérer. Donc c'est ça le truc, parce que c'est ça un peu tu vois, le côté un peu qui va prendre un peu c'est le revers de la médaille. Là. En même temps, tu leur as posé une question, ils vont te répondre. Exactement. Mais en fait, c'est fou parce que c'est à partir de ce moment-là où de un, on récolte énormément d'infos parce que les gens sont trop gentils et nous donnent la vraie raison de pourquoi ils se sont inscrites. Et souvent, c'est parce que chez votre concurrent, tel concurrent, il s'est passé ça. Et là, on fait ah ouais et tout. Mais enfin, et nous, ça nous donne des infos. Et derrière, ça nous permet de créer ce lien, de commencer à créer ce lien. Et donc, on répond et puis on discute et puis après, ça part sur plusieurs échanges. Et soit je redirige vers Mathilde ou Oglou pour la partie commerciale, soit s'il y a un point technique, vers Diane. Et donc là, c'est moi qui fais un peu l'interface. Mais je trouve que c'est très important et très intéressant. Et d'ailleurs, on n'a jamais touché ce mail depuis, je sais pas, ça doit faire 6 à 7 ans. Alors que sur le reste de notre cycle de mail, on a tendance à modifier des choses, à tester des choses. Mais sur celui-là, en fait, on sait que ça marche, quoi. Et les gens aussi sont très contents par rapport à ça. Et donc, on continue un petit peu dans le temps. Donc, on a mis en place ce cycle de mail, on a mis en place cette vraie onboarding avec 3 étapes entre le moment où tu t'inscris et le moment où tu relis ton profil social. Et après, et ça c'est assez nouveau, et on s'est inspiré de Caption, qui est une plateforme très très chouette, qui a été créée par des personnes très très chouettes. Et sur Caption, quand je m'étais inscrit un jour, j'avais remarqué qu'ils avaient un onboarding assez spécial, c'est un podcast. C'est-à-dire que tu arrives et tu cliques et tu as un podcast de 2 minutes qui t'explique qui se trouve derrière l'entreprise et comment ça fonctionne. Et je me suis dit, ça peut être trop cool en vrai comme idée. Et donc du coup, maintenant, quand il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Swelo, qui a fini son onboarding et qui a relié son premier profil social, il y a un podcast de moi, c'est un peu bizarre de dire ça, mais un podcast où je parle, qui dure 1 minute 50, je crois, et où je dis bienvenue, voilà, au nom de l'équipe Swelo, et pour vos premiers pas, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, ça peut être chouette. Si jamais vous avez la moindre question, sachez qu'on est là, et vous pouvez nous contacter de telle manière, etc., etc. Et je sais que ça avait été remarqué par certains de nos utilisateurs, puisque ça avait été relié ensuite sur les réseaux sociaux, et que ça marche très bien. Donc ça peut être aussi une petite astuce à donner. Et donc après, on va être là encore avec des emails puisque quand on s'inscrit, il y a un essai gratuit de 7 jours qui se lance automatiquement. Vous allez être sur notre abonnement le plus élevé et si jamais à la fin vous ne vous abonnez pas ou vous repassez sur l'abonnement gratuit. Et tout au long de ce cycle, de ces 7 jours, il y a un cycle de mail aussi qui est déclenché avec juste une petite question qui est le premier mail. Et donc voilà, il y a 5-6 emails, je sais plus, sur une dizaine de jours où on va essayer d'accompagner. Et pareil, c'est toujours cet onboarding d'accompagner les personnes. Alors, on n'est pas parfait. Loin de là, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, vous avez plein de typologies clients. C'est vrai.
On pourrait se dire en fonction des infos qu'on a au début, parce qu'une des questions, c'est combien d'utilisateurs vous avez, combien de profils sociaux vous avez. Et on pourrait créer, et d'ailleurs, on est en train de travailler sur ça actuellement, on est accompagné sur ça. On pourrait potentiellement créer des cycles de mails différents en fonction des typologies de clients. Tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous faire aller plus loin, mais on va y travailler. Oui, mais c'est intéressant de se dire à l'instant T, vous en êtes là avec 120 000 utilisateurs. Tu vois, il faut aussi que les auditeurs ils puissent se projeter dans une taille de structure parce que il y a plein de fois aussi où on se fixe des objectifs qui sont parfois inatteignables, où on veut tout faire tout de suite parfait et tout segmenter, etc. La vérité, c'est que la preuve, votre onboarding actuel, il marche très bien. Il y a 120 000 utilisateurs et vous allez bientôt passer le step finalement de la segmentation et du workflow par segment client. Mais d'ici là, atteignez tous 120 000 utilisateurs et on en reparlera. Top. Est-ce que tu as d'autres tips à nous partager sur l'onboarding? Parce que moi, c'est un moment que j'adore et qui me semble juste fondamental dans le parcours client. Je suis preneuse. Oui, alors là, j'y pense, et ça va faire le lien avec Diane. C'est vrai qu'on met très en avant le côté support, comme je le disais depuis le début. Et donc, quand tu vas arriver sur Swello, donc une fois que tu t'es inscrit ou inscrite et que tu arrives sur Swello, tu as une petite pop-up qui va se déclencher en bas à droite. Et donc, ça se déclenche qu'une seule fois. Mais ça te dit, voilà, si vous avez la moindre question, donc je m'appelle Diane, si vous avez la moindre question, je suis là pour vous. Et c'est vrai qu'avant ça, on ne l'avait pas du tout, avant qu'on arrive sur Help Scouts. Et c'est vrai que là, maintenant, on peut déclencher certaines pop-up à certains moments du parcours. Donc, ça, c'est des triggers, du coup. Ouais, exactement. Il y a des triggers. Et ça te permet de dire, tu vois, c'est comme quand tu arrives sur notre plateforme et que t'es pas connecté, tu vas aussi avoir une pop-up pas une pop-up, mais ça va popper à droite, quoi, avec une proposition. Et on te dit, si tu le souhaites, tu peux aussi aller voir notre webinar ou notre démo gratuite. Et ça, on l'avait calculé et ça a décuplé. Je crois que ça avait doublé le nombre de clics sur notre lien de vidéo démo. Et du coup, derrière, on a une stat qui est aussi très importante, qui fait que si quelqu'un participe à un webinar, il a beaucoup plus de chances de convertir en abonnement payant. Alors, notre webinar, c'est une fois par semaine, c'est tous les mercredis matins et ça dure 30 minutes où on présente la plateforme et on va avoir en ce moment, c'est entre 20 et 40 personnes à chaque fois, soit des prospects, soit des clients qui sont déjà là et qui veulent une présentation plus approfondie de la plateforme. On sait que derrière, ça reconduit. C'est pour ça que ces petites pop-up, via notre module de chat, via notre module de support, ça marche plutôt bien. Okay. Et un autre élément, qui fait le lien entre justement ce truc de on prend soin de nos clients, c'est que dans notre header, quand la personne est inscrite ou quand elle se connecte, il y a 2 icônes qui sont en haut. Il y a l'icône ampoule et il y a l'icône cloche. Alors l'icône cloche, c'est dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité. Ça, voilà, c'est pour prévenir. Notif. Voilà, pour prévenir tout ça, exactement, et de toutes les nouveautés. Et après, l'icône ampoule, ça va être pour les idées. Et ça, je sais que je le vois pas partout, et je sais que chez nous, c'est assez apprécié. C'est en clair nos clients, et on l'a pour l'instant réservé qu'à nos clients. C'est-à-dire que nos utilisateurs gratuits n'y ont pas accès. Nos clients peuvent proposer des idées, et tous nos autres clients vont voir ces idées et vont pouvoir voter pour celles-ci. Ce qui fait que ça va classer les idées entre elles, et ça va nous permettre à nous de dire, on va développer les 3 premières idées les plus votées par nos clients tous les trimestres, par exemple. Et ça, tu l'as hébergé dans quoi? Dans un Trello? Alors ça s'appelle, c'est un outil qu'on paye tous les mois, qui s'appelle Nolt, N-O-L-T, et ça marche très bien. Et juste aussi, j'aime bien donner aussi les outils qu'on utilise. L'autre outil ça s'appelle un backlog. Donc là, on met toutes nos nouveautés, ça s'appelle Headway, et ça marche aussi plutôt bien. Et donc, dès qu'il y a une nouveauté, ça devient rose pour montrer à l'utilisateur qu'il y a une nouveauté. Pourquoi je trouve ça intéressant et important de vous en parler là? Parce que les besoins clients proviennent chez nous en grande partie du support. Puisque comme il y a un problème, du coup, il y a des solutions à trouver. Les solutions, c'est peut-être des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations. Ce qui fait que Diane, elle est souvent en relation avec cet outil Nolt, parce que pour faire gagner du temps à nos clients, on ne demande pas forcément à nos clients de dire va sur cet outil et vote. C'est on prend ta demande et on le met à ta place, et le jour où ça sort, tu seras prévenu. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que dès que c'est fait, ça envoie une notif à toutes les personnes qui l'ont demandé. Ça, c'est automatiquement du coup. Automatiquement, ouais. Ok, top. Très bien. Vas-y. Juste pour terminer, juste à droite, parce que ça fait aussi écho à ça, on a un centre d'aide qui est disponible où on met en fonction de l'abonnement, on met les moyens de nous contacter, et aussi notre FAQ qui est mise énormément en avant, parce que pour moi, c'est le numéro 1, c'est la première chose à faire. Et après, nos ressources, donc notre PDF de présentation, notre vidéo de présentation, nos tutos. Et pareil, notre FAQ est accessible dans la petite bulle en bas à droite via Help Scout à chaque fois. C'est-à-dire que si je fais une recherche, avant de nous contacter, c'est la FAQ qui apparaît. Ok, très clair.
Est-ce que tu peux m'en dire plus, puisqu'on a commencé finalement à appréhender un peu ce sujet-là, sur la segmentation et les changements alors déjà, sur les changements que vous avez mis en place récemment, et donc la segmentation client que vous faites en fonction de l'abonnement que vous avez et donc le support que vous leur proposez. Carrément. Alors, je pense qu'il faut remonter un petit peu dans le temps pour comprendre aussi cette réflexion. Donc moi, je suis team, je veux que le support soit génial pour tous et toutes. De base, gratuit, payant. C'est vraiment mon truc. Moi, c'est ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, j'avais oublié. Quand on lit les retours de nos clients, donc les avis clients qu'on a, le support sort une fois sur deux, même plus. C'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Aujourd'hui, on a une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot. On en est très fiers. Et c'est vraiment ce qui ressort la majorité du temps. Pourquoi ? Parce qu'aussi, on est très peu d'acteurs français sur le marché, sur notre marché. Et même certains d'autres acteurs français n'ont pas un support qui répond aux exigences de nos clients. Et donc, du coup, je sais que ça, on arrive à faire la diff dessus. C'est vraiment... Alors, bien sûr que ça demande de la rigueur, ça demande d'avoir une personne qui fait que ça toute la journée, mais c'est important pour nous. Tu vois. Et donc, je repars d'un petit peu dans le temps. Moi, je voulais vraiment que ce support client soit identique pour tous depuis le début. Puis, on a commencé à gagner de plus en plus de gros clients. Des clients qui nous disaient, moi, le support, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. La réponse dans les 24 heures, ou je sais plus ce qu'on avait mis à l'époque, 72 heures peut-être, ça ne me suffit pas, ça ne me suffit plus. Et au début, je disais, ok, cool, comme vous êtes un client génial, on va le faire, mais gratuitement. Et puis, arrive un moment où on en discute avec d'autres boîtes, on en discute avec nos investisseurs qui ont aussi de l'expérience dans ce milieu-là, et ils nous disent, c'est bizarre que vous fassiez ça. Enfin, je veux dire, vous apportez un service en plus, vous payez quelqu'un pour le faire, mais vous le faites gratuitement juste parce que c'est cool pour vous. Parce que, sans trop en dire, au début, quand on a commencé avec Thibaut, mon associé, quand on a commencé donc à créer la boîte, donc le projet a été créé il y a 13 ans, mais la boîte, c'était en 2016. Donc, c'était il y a moins de temps, il y a 7 ans maintenant. En fait, on avait, c'est pas peur, mais on était là en mode, on peut gagner de l'argent avec le travail qu'on réalise. Tu sais, on était un peu en mode, imposteur, mais ok, on peut gagner de l'argent. Donc, on a le droit. On a le droit de gagner de l'argent avec En même temps, c'est un projet que vous avez lancé pendant vos études, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai commencé au tout début. Collège. Ouais. Et ça devait être qu'un projet pour mon CV, tu vois. Oui, donc peut-être que tu t'étais jamais projeté finalement avec le fait de gagner de l'argent avec ça. C'est normal vu la genèse du projet, tu vois. Oui, complètement. Mais du coup, tu vois, quand je rencontre mon associé, donc puisque en 2010, donc il y a Swello qui commence qui se crée, et puis moi je le rencontre, je le connaissais avant parce que c'est le meilleur ami de mon grand frère, mais on s'associe en fin 2015, début 2016, et tous les deux on est là en mode waouh, bisounours, ok, on peut gagner de l'argent, et tous les gens autour de nous me disent mais oui, vous pouvez, c'est normal, tu vois. Donc oui, parce qu'en fait c'était pour notre CV au début. Donc du coup, tu vois, c'était pas pareil. Mais bref, pareil, même réflexion pour le support. Non, mais moi, je veux que tout le monde ait le même niveau de support. C'est ça qui fait la diff. Et en fait, quand tu te confrontes aussi à des plus grands groupes et que t'en parles avec tes invests, que t'en parles avec d'autres entrepreneurs, tout le monde nous dit, mais c'est juste normal, en fait, de faire payer le support. Il y a même des structures la moitié du budget de l'abonnement ou du service, c'est le support, quoi. Parce qu'en fait, ils ont cette exigence-là et derrière, il faut y répondre. Et c'est pas facile de répondre aux exigences de, je sais pas, il me faut une réponse dans l'heure, tu vois. Et donc là, alors attention, là, quand je dis ça, c'était il y a quelques années, parce que j'ai tenu bon sur le fait de donner le même support à tout le monde gratuitement, même si autour de moi on disait non mais t'es fou. Bref, du coup voilà, il y a ça, et donc ça fait son petit chemin dans ma tête, et on commence à avoir de plus en plus de gros clients, des clients qui sont de plus en plus demandeurs aussi d'un support rapide. Et c'est là où dernièrement, donc ça fait on va dire moins d'un an, franchement c'est tout récent, où on se dit il faut faire aussi diminuer le nombre de tickets. Ça fait écho un peu ce que tu me demandais tout à l'heure, j'ai fait exprès de pas trop le dire. Et en ce sens, on peut pas donner le même niveau de support à tous nos utilisateurs, tous nos clients. Pourquoi ? Parce que il y en a qui payent pour avoir un support privilégié, et il y en a qui ne payent pas pour avoir de support du tout. Et donc du coup, on peut pas avoir le même niveau pour chacun. Et au début, que ce soit mail, chat, téléphone, tout le monde l'avait. Autant gratuit que payant. Et donc aujourd'hui, on est sur autre chose où, en fonction de l'abonnement, il va y avoir un support qui va être différent. Alors pas différent en termes de réponse, je veux dire, Diane répond avec plaisir à tout le monde, mais en termes de canaux disponibles. Donc tu vois, par exemple, donc on a 3 abonnements, un 9, un 29, un 49. En médium, donc à 9, tu vas avoir email et chat. Et on essaie de te répondre le plus rapidement possible sous 72 heures. Attends, sur ta première offre, la première, la moins chère, du coup, t'as quoi qui est ouvert ? Alors, la gratuite, tu as uniquement l'email. Ok. Ça, c'est vraiment, tu nous écris un mail et on te répond. Mm-hmm. Quand tu passes au premier abonnement payant à 9 €, tu vas avoir l'email et le chat. Ok. Et quand tu passes à partir du large,
bah, tu vas avoir mail, chat et téléphone. Ok. Et que sur ton compte, sur le centre d'aide dont je parlais tout à l'heure, tu as tes options qui vont être ou pas affichées en fonction de ton abonnement. On a segmenté ce genre de choses. Et en fait, c'est ce qui a permis aussi de faire diminuer énormément le nombre de tickets, parce qu'il y avait beaucoup de tickets en gratuit qui demandaient énormément d'investissement. Plus que d'ailleurs des tickets pour des personnes qui payaient, tu vois. Donc on a dû faire un choix à un moment donné. Néanmoins, et ça aussi c'est important, quand tu es en essai gratuit, tu as mail, chat, téléphone. Oui, parce que tu les mets sur l'offre la plus élevée. Exactement, et parce que on est toujours dans le care et toujours dans le si la personne, en plus en essai gratuit, si la personne n'a pas de réponse tout de suite, ou en tout cas pour régler son problème, elle va partir tout de suite. Tu vois. Mais après, même si ça me fait un peu mal de le dire quand même qu'on n'a plus de niveau identique pour tout le monde, mais c'est normal. Enfin, tu vois, ma réflexion est encore là. Mais parce que l'enjeu n'est pas forcément le même aussi pour les entreprises. Est-ce qu'elles attendaient la même chose de toi? Parce que moi, c'est ça ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez eu des retours sur cette évolution finalement? Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit c'est inadmissible, etc.? Pas du tout. Mais c'est là où c'est intéressant. Et c'est vraiment ton biais personnel à toi. Exactement. Et c'est comme, tu vois, un jour, alors là, ça part plus sur du business, mais j'aime bien aussi raconter enfin, tu vois, faire ce parallèle-là. Un jour, je donnais le prix de notre abonnement annuel et il y a un de nos clients, enfin, nos prospects, qui nous dit, c'est par mois. Et tu vois, en fait, c'est là où tu réfléchis et tu fais, nous, on est là en mode, non, mais ok, allez, on fait un tout petit peu payer parce que bon, faut bien qu'on vive, tu vois, tu sais, c'est un peu le truc. Mais bon, on a évolué depuis. Et en face, ils disent, c'est enfin presque rassurez-moi quoi, c'est par mois parce que par an c'est très peu quoi, tu vois. Et donc là où tu réfléchis, tu fais ok, en fait peut-être qu'on n'est pas assez cher par rapport, tu vois, là en fait bon, par rapport à nos concurrents c'est une certitude, mais par rapport au marché, par rapport aux attentes, parce que il y a toujours cette discussion de quand c'est pas cher c'est cheap, tu vois. Alors que nous, notre réflexion, c'est non, c'est juste que c'est le prix juste, tu vois, par rapport à nous, par rapport à nos besoins, par rapport aux dépenses qu'on a, etc., etc. Tu vois, pour le support, c'est pareil. En fait, c'est un peu prêter des intentions à des gens qui ne t'ont rien dit, quoi. Tu sais, genre, et tu dis, si, je pense que ils veulent du support de ouf et tout par téléphone, et en fait, ça leur change rien et ils sont pas mécontents. Parce qu'en fait, la qualité de support, même à l'écrit, est identique, puisque on répond rapidement, et donc eux, ils sont contents parce qu'on répond rapidement. Très clair. Donc, voilà. Il y a eu cette évolution et ça a vraiment diminué le nombre de tickets. Et même, c'est Diane, donc la personne qui gère le support chez nous, qui nous l'a dit. Elle dit, même moi, de mon côté, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je réponds à des personnes qui nous rémunèrent en fait pour ça et à qui j'ai envie d'apporter une réponse, mais la meilleure possible avec la réponse tout de suite, quoi. Tu vois, il y a une question et j'essaie de diminuer le nombre de tickets au maximum, mais parce qu'aussi ils nous rémunèrent pour ça, parce qu'ils veulent cette qualité de service, tu vois. Il y avait aussi, et ça faut le dire, je ne me plains pas, mais c'est aussi vrai, surtout sur des utilisateurs gratuits, étonnamment, des personnes qui nous prenaient pas au sérieux justement au niveau du support. Bon c'est un bot, c'est une personne qui est là, elle est là pour nous répondre, elle va nous répondre quoi qu'il se passe, et même si je le parle mal, tu vois. Et tu vois, il y a aussi ça qui a diminué, étonnamment, et pour notre plus grand plaisir. Bon, c'est chouette ça. C'est une belle évolution, moi je trouve. Ouais. C'est intéressant, en vrai. Enfin, moi, j'aime bien, mais voilà, c'est rigolo de voir qu'on passe par plusieurs phases. Après, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est via des discussions, autant en interne, parce que ça a été aussi une demande de Diane de faire ça. Autant en interne, on avait travaillé aussi avec quelqu'un sur ça. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Ouais, vraiment. Jonathan, est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui ont marqué finalement les 12 derniers mois, au-delà de quand même cette grosse évolution, enfin moi que je trouve significative, que ça soit dans la posture de l'entreprise, mais comme toi dans ta posture d'entrepreneur, est-ce qu'il y a d'autres évolutions? Alors, je sais pas si c'est lié directement au support, mais quoique, ça a son petit impact. Ça fait 2 ans maintenant qu'on met beaucoup en avant la santé mentale. Cette thématique-là qui est très forte chez nous, autant en interne, il y a des décisions comme, tu vois, maintenant on permet à chacune de bénéficier d'un coach ou d'une coach, ça dépend les affinités, pour cette santé mentale, pour parler d'une problématique, d'un point à la fois pro et perso, ça doit avoir un lien avec le pro. Mais donc voilà, c'est d'ailleurs sur nos offres d'emploi, on le met en avant. Et en fait, cette santé mentale, on essaie aussi d'aller plus loin et d'en parler avec nos clients, nos utilisateurs. Parce qu'on est convaincu qu'on peut mieux utiliser les réseaux sociaux tout en les utilisant moins en tant que communicant, parce que on est les premiers à être toute la journée sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, et à le soir retourner sur les réseaux sociaux, mais aussi la journée, tu vois, se prendre des avis peut-être négatifs en fonction de la boîte pour laquelle tu bosses. Et donc du coup, cette santé mentale, je trouve qu'elle est intéressante et importante aussi au niveau du support, puisque quand on écoute un besoin d'un client, d'un utilisateur, on essaie de se mettre à sa place, tu vois. Donc on a de l'empathie, on essaie de le prendre en compte, et même quand quelqu'un est potentiellement énervé, même si c'est très très rare chez nous, on a de la chance d'avoir une communauté très 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 cool. Mais tu vois, ce côté santé mentale, c'est aussi comprendre que il y a des posts qui n'ont pas été publiés
bah derrière, en fait, ça rajoute de la charge mentale à nos clients. Donc, OK, elles reçoivent une notification. OK, c'est peut-être, et c'est d'ailleurs souvent le cas, pas notre faute. C'est surtout des fois les API, les réseaux sociaux avec qui on travaille, qui ont des bugs, et ça arrive en fait parce que c'est de la technique et malheureusement, on n'a pas le choix. Mais nous, tu vois, c'est aussi de dire, on comprend comment on peut faire pour améliorer ça. Autant dans les fonctionnalités. Et c'est toujours pareil, mais c'est vrai que ce sujet de santé mentale est très important chez nous, autant en interne qu'en externe. Et c'est un sujet sur lequel aussi on parle beaucoup en conférence, sur des carousels, sur des posts sur les réseaux sociaux. Et ça fait partie aussi de nos valeurs. Voilà. Et je trouvais que c'était important d'en parler. Ouais, c'est hyper intéressant et vous avez bien raison de le faire. Il y a une question, Jonathan, qui me vient à l'esprit aussi quand sur la satisfaction client. Est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients et si oui, comment? Alors oui, on la mesure. Alors moi, il y a déjà la première chose, ça va être sur ces fameux avis clients, tu vois. Les avis clients, on le met quand même pas mal en avant, la possibilité de mettre un avis. Ceux que tu récupères sur Trustpilot, du coup. Exactement. Et quand tu le mets pas mal en avant, tu te mets aussi en mode tout le monde peut en écrire. Autant des personnes satisfaites que des personnes insatisfaites. Et d'ailleurs, si tu vas sur notre Trustpilot, on a eu un étoile, tu vois. Alors après, on apporte une réponse, on essaie de comprendre, essaie de s'améliorer, mais il y en a, tu vois, et c'est ça aussi qui fait que c'est vrai. Un autre endroit aussi où on le mesure, c'est que quand tu deviens client, on fait ce qu'on appelle un NPS score. Tu vois, ou un NPS, je sais plus si le S c'est score, je sais plus, mais sûrement. Mais si, en fait, c'est ça, c'est Net Promoter Score. T'inquiète. Ouais, voilà. Donc du coup, un NPS. Et donc du coup, on demande à nos clients. Donc là, ils sont déjà passés à l'achat, s'ils recommanderaient ou non l'outil à leur entourage. Et derrière, on va recontacter ceux qui ont une note inférieure à, je crois que c'est à la moyenne, tu vois. On va tous les recontacter pour essayer de comprendre le pourquoi du comment, parce que je trouve que c'est important. Après l'onboarding, c'est ça? Alors ça, c'est même vraiment après. C'est après la souscription. C'est vraiment 1 mois après avoir acheté le premier abonnement, quoi. Après avoir souscrit à l'abonnement. Donc là, t'as eu le temps de tester, quoi. Tu vois, t'as eu le temps de tester et tu peux être content ou pas content de certaines choses. Et tu vois, c'est le moyen de savoir, nous, et bon, là, on va partir aussi plutôt côté business, si la personne va avoir plus tendance à churner, donc à partir ou à rester. À savoir que nous, nos clients restent en moyenne entre 3 ans et 4 ans chez nous. Donc c'est quand même un temps très, très long et on est très satisfait de ça. Mais c'est vrai que y en a aussi qui partent, c'est une moyenne, hein, donc il y en a qui partent aussi rapidement, soit dès le premier mois, soit dès la première année. Et l'idée, c'est de les retenir, c'est de leur dire non, mais on peut corriger les bugs, on peut vous aider, enfin voilà. Et donc ce petit score, ça marche plutôt bien. Et puis après, on va avoir aussi pas mal de retours sur nos réseaux sociaux, en message privé. En fait, on est vraiment depuis le début, hein, on est vraiment là en mode donnez-nous des retours. Tu vois, on est ouvert à tout, que ce soit positif, que ce soit amélioré, négatif, tu vois, ça c'est très important. Et donc voilà, on va avoir différents endroits, différents moments aussi où on peut mesurer la satisfaction. Et pour revenir à notre cœur du sujet qui est le support, via Help Scout, à chaque fois que tu envoies une réponse, tu as la possibilité de voter. Ça se met automatiquement dans le footer de ton mail. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est une réponse OK? Ils appellent ça OK, donc c'est neutre, ou une mauvaise réponse, tu vois. Et donc, ce qui fait que à chaque réunion d'équipe, il y a Diane qui nous dit, voilà, cette semaine, j'ai répondu à tant de tickets. Sur tant de tickets, il y a eu tant de personnes qui nous ont répondu et qui nous ont donné leur avis sur est-ce que c'était bien ou pas bien. Et sur ces tant de tickets, généralement, on a 80% à 100% de personnes qui sont satisfaites de la réponse. Et tu vois, sur le nombre d'éléments qu'on a, ça va être entre 10 et 20. Il y a 10 et 20 personnes qui prennent le temps de dire, moi, je suis content, pas content sur cette réponse-là. Voilà, tu vois, on a différents endroits où on sait si les personnes sont satisfaites ou pas. Jonathan, on arrive à la fin de notre épisode. Donc, pour clôturer cet épisode, j'aimerais te poser déjà une question. C'est quelle est ta meilleure expérience client? Alors, c'est compliqué de trouver la meilleure. Donc, je vais me permettre de raconter une petite histoire qui n'est pas forcément la mienne. Et après, une vraie expérience client de mon côté. Alors, il y a un site qui s'appelle ulysse.travel. C'est un endroit où vous pouvez commander des billets d'avion. Et pour la petite anecdote, la personne qui a cofondé ulysse.travel, c'est la personne avec qui j'ai commencé Spello il y a 13 ans. Donc, il s'appelle Lancelot. Et donc, aujourd'hui, il est parti. C'est Axel qui était passé sur le podcast. Ça doit être le 2e épisode du client. Tu vois, quand je l'ai créé il y a 3 ans. Et du coup, c'est l'associé d'Axel, Lancelot. Okay. Et donc, Ulysse, il en a peut-être parlé dans l'épisode. Ulysse, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le Covid. Et quand il y a le Covid, il n'y a plus de voyage en avion. Et ils se sont dit, on va essayer de prendre ce qui nous reste malheureusement à ce moment-là, c'est de faire mieux que les compagnies habituelles. Bon, c'est pas une compagnie, mais de faire mieux que les compagnies qui galéraient à rembourser les billets ou qui remboursaient mais qui mettaient énormément de temps, etc. Et on va essayer d'avoir le meilleur support client du monde sur notre thématique.
Et en fait, ils ont eu 2500, aujourd'hui, ils ont 2500 avis sur Trustpilot et une note de 4,9 sur 5. Ce qui est quand même énorme en termes de satisfaction client. Et en fait, ils ont utilisé cette grosse problématique parce que plus aucun avion ne volait, donc compliqué pour une plateforme qui vend des billets d'avion. Mais ils utilisent ce moment problématique et ils le prennent en opportunité pour essayer d'avoir le meilleur support client, et donc ça leur a fait de la pub l'un dans l'autre. Alors que d'autres étaient en galère parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser ou ils le faisaient mal, etc. Enfin, c'était compliqué. Et donc voilà, je trouvais que en termes d'expérience client, c'était quand même très chouette d'avoir réussi à faire ce changement et d'utiliser ça comme opportunité. Et après, pour aller plus loin, j'avoue que sur Ulysse, l'expérience client est très chouette. Typiquement, c'est eux qui vous font votre check-in. Donc du coup, tous les petits points embêtants du moment où on prend le billet d'avion jusqu'à la fin, ils essaient en fait constamment de les enlever. Et c'est ça la plus-value d'ailleurs de Ulysse.travel. Donc ça, c'était la petite histoire que j'aime bien raconter parce que... J'ajoute, parce qu'effectivement, il en a parlé, Axel, dans l'épisode, qu'à la base, ils avaient une note de 4,8 sur 5 avant Covid, ce qui est déjà une très jolie note, évidemment, et qu'en fait, ils ont fait l'exploit finalement que d'améliorer en plus leur note dans un moment de crise. Donc, elle est passée à 4,9 pendant la crise. Donc, obtenir plus d'avis et des avis encore plus positifs que ce qu'ils avaient avant Covid. Donc ça, je trouve que c'est assez fort. Je te rejoins. Ouais, non, carrément. Franchement, moi, du coup, je discute beaucoup avec eux, puisqu'on se voit assez souvent, et très intéressant d'avoir ça comme retour et de voir comment ils ont fait aussi de l'intérieur. Enfin voilà, c'était très intéressant. Et en termes d'expérience vécue, alors je sais pas si tu connais ce site qui s'appelle Staycation. Ouais. C'est un site où tu peux aller dans des structures, des hôtels plutôt de luxe, mais à des prix bien inférieurs, donc pour une nuit. Et en fait, j'avais testé, c'est la première fois que je testais ce service-là, et c'était pour mon anniversaire. Et en fait, je suis allé à un hôtel qui s'appelle le Molitor à Paris, qui est un super bel hôtel. Bon, surtout quand on n'est pas habitué à tout ça, c'est un super bel hôtel. Et en fait, l'expérience était assez folle parce que personne ne nous connaissait, bien sûr, mais les gens qui travaillaient dans l'hôtel m'arrêtaient dans le couloir pour me souhaiter mon anniversaire. Et t'es là, tu fais, alors déjà, comment vous le savez? Enfin, je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a la carte d'identité, mais il faut retenir le visage de la personne. Et donc, je me souviens, on était rentré dans la chambre d'hôtel, on est parti pour aller découvrir un peu l'hôtel, et en revenant, il y avait un petit mot écrit à la main. Alors ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, dans tout ce qui est hôtellerie, mais avec joyeux anniversaire, Jonathan, etc., et un petit cadeau. Et tu te dis, ah ouais, ok, en fait, ils vont jusque-là, et donc on passe la nuit, et le lendemain, au moment du départ, alors vous avez passé un merveilleux anniversaire dans notre... Enfin, tu vois, tu fais, waouh, ok, en termes d'expérience, là, t'es shooté plus, quoi. Tu vois, alors c'est leur métier, bien sûr, mais ils étaient pas obligés, et puis même, tu vois, on est staycation, donc du coup, si on parle de budget, on donne beaucoup moins d'argent qu'un client, pas lambda, mais si, lambda pour eux, quoi. Donc du coup, tu dis, ok, ils font le même niveau d'effort, et ils sont à la hauteur, quoi. Et c'était fou à vivre, je trouvais. Voilà. Trop bien. Très bon retour. Et alors, à l'inverse, quelle est ta pire expérience client, Jonathan? Bon, il y en a deux, pareil. Alors, il va y avoir une expérience client plutôt web et une expérience client plutôt physique. Alors, Ticketmaster. Ouais. Bon, je sais pas si je dois en parler trop longtemps, mais on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et à la fois, j'ai pas envie de dire que c'est mal géré. Je sais que c'est compliqué. Quand tu as énormément de connexions d'un coup sur un site, c'est très compliqué à gérer. Et d'ailleurs, ils ont essayé, donc, pour rappeler l'histoire et le contexte, Ticketmaster, c'est un site où on peut acheter des tickets de concert, des billets de concert, sauf que pour des très gros concerts, quand il y a énormément de connexions en même temps, c'est quasi impossible d'acheter un ticket. Et donc, du coup, initialement, c'était une liste d'attente, enfin, pas une liste d'attente, une file d'attente virtuelle. Sauf que quand le concert fait 40 000 places et qu'il y a déjà 200 000 personnes devant vous, bon, ça va être compliqué. Et en plus, il y a eu des problèmes où il y a le site qui a crashé. Enfin, voilà, il y a plein de soucis. Et du coup, ils essaient d'améliorer ça. Et c'est aussi ça qu'il faut retenir, c'est que même si c'était une mauvaise expérience, ils essaient d'améliorer. Ils auraient pu rester comme ça. Et donc là, maintenant, il y a des tirages au sort qui amènent à une liste d'attente. Enfin, voilà, ils essaient d'aller un petit peu plus loin. Maintenant, même moi, là, en y réfléchissant quelques minutes, je n'ai pas la solution. Quand c'est un ou une artiste internationale et qu'il y a uniquement 40 000 places pour 300 000 personnes en France qui veulent le ou la voir, compliqué, en vrai, compliqué. Mais bon, en termes d'expérience, je sais que ça a été énormément décrié sur les réseaux sociaux. J'en ai fait partie. Enfin, j'ai déjà vécu. J'ai rien publié sur les réseaux, mais je l'ai vécu. C'est vrai que c'est un peu frustrant, du coup. Mais bon. Oui. Je te confirme. Tu sais, t'es le premier à te connecter. Tu dis, en fait, on est tous 10 minutes avant le truc, mais même t'essaies 30 minutes avant, machin. Et comment ça se fait qu'il y en a comment ils font pour être premiers sur la liste d'attente? Moi, j'aimerais bien savoir, parce que moi, j'arrive, je suis jamais premier sur la liste d'attente, tu vois. Et donc, il reste que les places à 500 balles, et puis c'est tout. C'est ça, ou pas de place. Ou pas de place du tout. Au mieux, il reste à la 500 balles. Voilà.
Et l'expérience physique, c'était à Budapest dans un restaurant. Bon, je pense qu'on a tous des anecdotes de restaurants où ça se passe pas bien. Mais là, on est sur, ils prennent la commande, ils n'envoient pas le plat, donc on est toujours là 20 minutes après sans rien, ou même plus que 20 minutes, je crois qu'on a attendu 1 heure. Puis après, on les rappelle, ils amènent le mauvais plat, mais ils ont plus d'autres plats que celui qu'on voulait commander. Enfin, une expérience catastrophique. Et en fait, ce qui était assez bizarre, c'est que la note de ce restaurant était assez élevée sur Google, parce que on se fie un peu à ça quand il y a beaucoup de notes, tu vois. Et c'est une des premières fois où on a mis un avis négatif, parce qu'en fait, on trouvait pas ça normal, quoi. Et puis en plus, il y avait aussi, outre le temps d'attente, le fait que les gens se soient trompés dans les plats, etc. C'était aussi une sorte de, comment dire, ils étaient là et ils s'en fichaient, quoi. Tu sais, ils nous prenaient de très haut et en mode non mais les gars, tant pis pour vous. Enfin, tu vois. Et t'es là, tu fais bon, un peu embêtant parce que tu restes un client et tu payes aussi pour ça. Tu vois. Donc tu t'attends à juste avoir ton plat chaud et le bon plat, tu vois. Et voilà, bon, c'était un peu catastrophique. Ils avaient plus rien en cuisine. Enfin, c'était un peu catastrophique. Mais bon. C'était peut-être leur période haute, tu sais, comme sur la Côte d'Azur, juillet, août, tu vas pas au resto, hein, et puis c'est tout. Ouais, c'est possible. Mais voilà, pas bonne, parce que franchement, je comprends, et bon, j'ai jamais travaillé en restauration, mais je comprends justement ce que tu dis, avec des moments qui peuvent être plus ou moins chauds, mais j'ai toujours eu dans ces cas-là des personnes très agréables en face, qui s'excusent ou qui disent c'est compliqué pour nous, et c'est ok. Tu vois, tu peux attendre, tu peux choisir un autre plat parce que le plat 1 n'est Bien plus sûr. dispo. Franchement, enfin, c'est pas ça forcément que je remets en question, mais c'est que là, on s'en fiche, quoi, de vous. Ouais, c'est la Vraiment, posture, en fait. ouais, c'est la posture, c'est ça. Et du coup, tu retiens pas quelque chose d'agréable à ce moment-là. Et puis c'est bien normal. Voilà ma moins bonne, une des. C'est pas facile de trouver des moins bonnes expériences, en vrai, je trouve. J'ai réfléchi un peu. Très bien. Eh ben écoute, pour finir l'épisode, moi ce que j'aimerais savoir en tout dernier, mais ce qui est hyper important, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur le podcast. J'attends ta wishlist, Jonathan. Je te conseillerais Mieux que des fleurs. Des fleurs, c'est un site où tu peux avoir des cadeaux, où tu peux acheter tes cadeaux en ligne, et ils ont un des cadeaux qui est reconnaissable, c'est le ballon en forme de cœur qui sort du carton quand tu l'offres. Il y a aussi les puzzles personnalisés. Enfin, ils ont plein de trucs trop cool. Et pour les connaître très très bien, Mieux que des fleurs, leur relation client est top. On peut même les contacter sur WhatsApp. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce lien-là avec leurs clients. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire avec eux. Ok, écoute, très intéressant, je les ai jamais eus et tu vois, on me les avait pas encore recommandés, donc je prends ton tips avec grand plaisir. Merci beaucoup Jonathan pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, pour tout ce que tu as partagé sur Swello, c'était hyper intéressant, j'espère que tu as passé un bon moment. Très bon moment, merci beaucoup à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Avec grand plaisir Jonathan, à bientôt. À bientôt, salut. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.